sur le programme figure pas tout à fait le même titre que celui qui est affiché ici. C'était écrit un objet de formation. Et finalement, ce serait bien un objectif de formation, c'est-à-dire que l'autonomie, nous allons la considérer comme un objectif pédagogique. Quelque chose que l'on doit viser, prendre en charge pédagogiquement. On va faire donc le mot objectif. L'autonomie, c'est la capacité à prendre en charge son apprentissage. Si je veux apprendre une langue, eh bien, je suis autonome si je sais prendre en charge mon apprentissage. Et cette capacité est utile en vue d'une formation tout au long de la vie. Toujours besoin d'apprendre des langues. On peut avoir toujours besoin d'apprendre des langues. Mais cette capacité ne se met pas en place d'elle-même. C'est une capacité qui doit s'apprendre. Certains dispositifs d'apprentissage, que ces dispositifs relèvent ou ne relèvent pas des nouvelles technologies, ces dispositifs essayent de viser l'autonomie de l'apprenant. Je vais donc essayer de décrire les caractéristiques de ces dispositifs qui visent l'autonomie et je concrétiserai ces caractéristiques avec 3 exemples que nous verrons les uns après les autres dans un instant. ECHO, Carla et Vacances Cubaines. Alors, c'est une banalité de dire que les outils que sont la télévision, les DVD, les CD-ROM, les logiciels, Internet, le web, transforment, multiplient l'accès à des ressources en langue étrangère. Nous avons maintenant des documents qui sont partout, accessibles, qui sont élaborés pour apprendre des langues, des logiciels d'apprentissage, des CD-ROM d'apprentissage. Mais il faut penser aussi, quand on pense au TIC, à toutes les autres ressources qui ne visent pas spécifiquement une fin éducative. On trouve des chansons, on trouve du cinéma, on trouve des documents de tout genre, et aussi des échanges, des blogs, des forums de toutes sortes, et aussi à ce que certains appellent maintenant des cybergenres, des nouveaux genres qui n'existaient pas auparavant, qu'on trouve sur le web, et qui sont des genres, appelons comme ça, des nouveaux textes en quelque sorte, qui sont interactifs. Interactifs soit qui permettent de mettre en relation un individu à un autre, mais qui permettent aussi une multiplicité de parcours. Et ces parcours, vous le savez bien, vous qui pratiquez le web, sont souvent multilingues. On cherche une information, par exemple. On a des textes qui comprennent à la fois écriture, parole orale, musique, vidéo, image. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on peut accéder à tous ces documents à tout moment, en tout lieu, dans des espaces privés ou des espaces publics, comme une bibliothèque, un train par exemple, sur des ordinateurs et maintenant sur des téléphones portables. Je ne sais pas si vous savez que le nouveau portable d'Apple, c'est tout nouveau, permet de visionner maintenant 60 chaînes de télévision, téléphone portable. Et que Nintendo présentait la semaine dernière son nouveau portable qui, avec 2 caméras couleur. Une console portable, vous voyez. Alors, bien sûr, les enseignants de langue se disent, bien, il faut essayer d'utiliser le mieux possible l'ensemble de ces ressources, qui sont multipliées, qui sont multiformes. On pense que l'accès souple, l'accès diversifié à toutes ces nouvelles ressources peut permettre une transition des apprentissages de la salle de classe vers des apprentissages en dehors de la salle de classe. Question posée, c'est la question qui est posée dans la problématique de ce 3e thème du colloque. Vous l'avez lu comme moi, c'est ce à quoi nous sommes invités cet après-midi à réfléchir. Alors, l'autonomie, qui est un domaine de recherche
fécond, un terme important depuis maintenant une trentaine d'années. L'autonomie, donc on l'a bien vu dans toutes les communications de ce colloque, est maintenant un concept de base en didactique des langues. Donc essayons de définir maintenant ce qu'on appelle autonomie, puisque, vous l'avez compris aussi, le mot autonomie, c'est un concept polysémique. Faire très attention, quand on dit autonomie, à bien identifier, à bien décrire, définir ce que l'on entend par ce terme. Alors, traditionnellement, les décisions qui sont relatives aux objectifs, c'est-à-dire ce qu'il faut apprendre, et à la façon d'apprendre, à la façon d'atteindre ces objectifs, comment apprendre, bien, ces décisions sont prises par un enseignant. Mais si, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autonomie, c'est la capacité de l'apprenant à prendre en charge son apprentissage, toute une bibliographie que je ne citerai pas autour de cette définition, eh bien on dira qu'elle est autonome, un apprenant qui sait choisir ses objectifs d'apprentissage et qui sait organiser son activité d'apprentissage. Il sait le faire. Alors ici, c'est très important parce que je suis en train de définir l'autonomie comme une capacité, comme une compétence. Il faut bien comprendre cela. On peut utiliser une métaphore pour parler de ça. Si je sais conduire une voiture, je suis capable de conduire la voiture. C'est une compétence. Vous voyez? Mais je ne suis pas obligé toujours d'utiliser cette compétence. Je peux aussi me faire conduire. Vous comprenez? Quelquefois, si par exemple, je prends mon cas, si je devais apprendre le japonais, je ne pense pas que j'arriverais, bien que je sois, je me considère comme sachant quelque chose pour apprendre des langues, et probablement je me laisserais faire par un enseignant pour apprendre le japonais. Même si, pour d'autres langues, je pense que je pourrais me débrouiller tout seul. Et vous voyez, ça c'est très important de le comprendre. Cette capacité-là n'est pas innée, c'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Ça s'apprend. Et l'autonomie est donc, vous le voyez bien, un objectif de formation qu'il faut prendre en charge pédagogiquement si on décide de le promouvoir. Alors, pour pouvoir donc apprendre, ça c'est la première chose. Si je veux apprendre en étant autonome, je dois savoir le faire. La deuxième chose maintenant, c'est que si je veux effectivement apprendre par moi-même, j'ai besoin d'un dispositif, d'un système qui me permette de le faire. Autrement dit, j'ai besoin de ressources, de dispositifs qui me permettent de développer cet apprentissage par moi-même. Autrement dit, un apprenant autonome, c'est quelqu'un qui sait apprendre, savoir apprendre, et s'il veut le faire effectivement, utiliser cette capacité comme un comportement, eh bien, il doit pouvoir trouver un dispositif qui le lui permet. C'est ce que j'appelle ici le pouvoir apprendre. Et si je veux mettre en place un apprentissage autonome, il faut que ces deux caractéristiques-là soient réunies. D'une part, le développement de la capacité à apprendre, et d'autre part, la mise en place des moyens qui permettent ce type d'apprentissage. Alors, nous allons voir un petit peu ce que c'est qu'un apprentissage hétérodirigé, c'est-à-dire un apprentissage qui est dirigé par quelqu'un d'autre que l'enseignant. Pardon, quelqu'un d'autre que l'apprenant, excusez-moi. C'est un apprentissage qui est dirigé par un enseignant, c'est-à-dire un apprentissage hétérodirigé et mis en place dans un système dans lequel les décisions propres à l'apprentissage sont prises par quelqu'un d'autre que l'apprenant. Je dirais que cet apprentissage
hétérodirigé ne remplit pas la deuxième condition dont je viens de parler, parce que c'est un apprentissage qui est prescriptif. Le pôle dominant dans un apprentissage hétérodirigé, c'est l'enseignant, ou c'est le concepteur de la méthode, ou le concepteur du logiciel d'apprentissage. C'est lui, l'enseignant, l'auteur de la méthode, qui intervient dans la démarche d'apprentissage, dans l'organisation des ressources. C'est vrai pour n'importe quel système, que ce soit pour une salle de classe, ou que ce soit pour l'utilisation de nouvelles technologies. C'est-à-dire que les différentes étapes du processus sont organisées à l'avance et l'apprenant, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, ici, voilà une distinction très importante. Un exercice qui est fait à la maison par un élève, alors que c'est le professeur qui lui a dit de faire l'exercice le soir, on ne peut pas dire que ce soit un apprentissage autonome, puisque c'est le professeur qui a décidé que l'élève devait le faire. Ce n'est pas parce qu'on est en dehors de la présence d'un enseignant que pour autant c'est un apprentissage autonome, puisque l'apprenant fait ce qu'on lui a dit de faire. Je dirais que de la même façon, certains outils multimédia, l'éthique par exemple, en ligne, en CD-ROM, peuvent se trouver aux antipodes de la notion d'autonomie. Parce que ce n'est pas parce que l'élève est en dehors de la présence d'un enseignant que pour autant il apprend par lui-même. Si je décide d'utiliser telle méthode, je suis soumis aux décisions de celui qui a fabriqué la méthode. Voilà par les endroits par lesquels tu dois passer, voilà les ressources que tu dois utiliser, et tu dois les utiliser de telle et telle manière, et dans tel et tel ordre. Donc, vous voyez, c'est une erreur, à mon sens, si on utilise cette définition-là de l'autonomie, d'identifier la technologie de l'ordinateur à un apprentissage autonome. On ferait peut-être mieux d'utiliser, pour définir cela, comme un apprentissage indépendant. Je suis en dehors de la présence d'un enseignant. Mais on ne peut pas dire que ce soit un apprentissage en autonomie. De la même manière, un cours individuel, un professeur avec un seul élève, eh bien, même si le professeur individualise les décisions en fonction des spécificités de son apprenant, il n'est pas un apprentissage autonome, parce que l'élève fait ce que lui dit le professeur. Donc ne confondons pas non plus cours individuel et cours en autonomie. Vous voyez? Alors, maintenant, ce que c'est qu'un apprentissage autodirigé, c'est-à-dire un apprentissage comportement de quelqu'un qui prend en charge lui-même les décisions de son apprentissage, eh bien, c'est un apprentissage dans lequel l'apprenant a la responsabilité de choisir ses objectifs d'apprentissage, ses techniques de travail, il gère le temps, le lieu de son apprentissage, il décide des critères qu'il se fixe pour estimer qu'il a atteint un niveau d'acceptabilité dans ses performances engagées. C'est ce qu'on appelle ici l'auto-évaluation. Il décide, bon voilà, ce que j'arrive à faire maintenant me satisfait. Ça me convient pour ce que je veux faire de cette partie-là de la langue que je suis en train d'apprendre. Alors, maintenant, si je reprends la métaphore de la conduite d'une voiture, si vous mettez un apprenant qui n'a pas appris à exercer ces responsabilités-là dans un système, par exemple un centre de ressources, il est évident que c'est comme si vous mettiez quelqu'un qui ne sait pas conduire au volant d'une voiture. Soit la voiture ne démarrera pas, soit, même si elle démarre, on risque d'avoir peut-être des surprises. Donc, on peut dire que peu d'apprenants savent exercer ces responsabilités. Et par conséquent, il est nécessaire que dans les dispositifs d'apprentissage autodirigé, il faille implanter une aide à l'apprentissage. Alors,
Ici, on entre dans une problématique un petit peu compliquée, hein, parce que cette aide ne consiste pas à prendre les décisions à la place de l'apprenant, puisqu'on veut qu'il en prenne la responsabilité. Mais cette aide doit accompagner l'apprenant dans la prise de contrôle de son apprentissage, c'est-à-dire à prendre des décisions préparées, critériées, hein, toutes ces décisions qu'il doit prendre pour décider de ses objectifs d'apprentissage ou pour décider de son organisation, de l'organisation de son apprentissage. Cette aide, autrement dit, cette formation à l'autonomie, doit permettre à l'apprenant de passer d'une culture dans laquelle il se fait enseigner à une culture dans laquelle il prend en charge les décisions relatives à son apprentissage. Pour cela, il faut faire évoluer, il faut qu'il fasse évoluer, qu'il s'aide à faire évoluer plusieurs choses. Il faut qu'il acquiert des savoirs et des savoir-faire, par exemple, en termes de culture langagière, c'est-à-dire ce que c'est que parler, ce que c'est que lire, ce que c'est qu'écouter, ce que c'est que le lexique, ce que c'est que l'oral, l'oral, l'écrit, etc. La dimension interculturelle, le plurilinguisme, des choses comme ça, qui doivent faire partie de son bagage, s'il veut prendre des décisions convenables. Il faut qu'il fasse évoluer aussi sa culture d'apprentissage. Savoir un peu mieux ce que c'est qu'acquérir, savoir un peu mieux ce que c'est qu'apprendre, qui ne sont pas tout à fait les mêmes mots, ce que c'est qu'évaluer. Et aussi qu'il fasse évoluer, oui, c'est ça, sa culture méthodologique. Comment on choisit un objectif d'apprentissage, comment on sélectionne un support, comment on sélectionne une tâche d'apprentissage. Donc, il est très important, si on veut mettre en place un apprentissage qui vise l'autonomie, de se poser toute une série de questions. En voici un certain nombre. Quels sont les savoirs et les savoir-faire constitutifs de la capacité d'apprendre? Autre question, quelles sont les décisions qui incombent à l'apprenant au moment de son apprentissage? Quoi il peut choisir? Ensuite, comment faire acquérir cette compétence? Est-ce que cette compétence doit être acquise avant l'apprentissage ou pendant l'apprentissage, en même temps qu'il apprend? Alors, toutes sortes de dispositifs sont possibles, que ce soit des dispositifs à distance, des dispositifs en présentiel, en groupe ou en individuel, des dispositifs autosuffisants en eux-mêmes ou qui s'intègrent dans un ensemble plus vaste. En fait, toutes ces possibilités existent. Et bien, pour chaque dispositif, il faut décider de comment on va faire alterner le temps d'apprentissage et le temps de réflexion sur l'apprentissage. Puis, autre question, quelle forme va prendre cette aide? Est-ce que c'est une aide matérielle? On peut faire avec des documents, par exemple, des documents qu'on appelle des documents de soutien, sous forme de conseils électroniques. Est-ce que cette aide doit être humaine, ou en face à face, ou à distance, ou médiatisée, etc. Toutes ces solutions sont possibles. Et il faut évidemment y réfléchir. Voilà un petit peu pour placer un petit peu la problématique. Alors maintenant, je vais aborder les trois exemples que j'ai annoncés. Donc, le premier exemple, c'est une série de CD-ROM, donc EPCO, c'est-à-dire écouter pour comprendre. Le deuxième exemple, c'est un nom provisoire, Carla, c'est le site d'une entreprise commerciale qui va bientôt s'ouvrir. Et le troisième exemple, Vacances cubaines, qui est un outil pour les professionnels du tourisme en Amérique latine. Donc, commençons par le premier de ces exemples, EPCO, qui est un outil multimédia conçu au CRAPEL, dans mon laboratoire de recherche, qui vise la compréhension orale de l'allemand pour des francophones, avec 4 autres CD-ROM qui ont suivi, sur le même modèle, pour la compréhension orale du polonais, du tchèque,
du hongrois, et pour les locuteurs de ces trois pays qui veulent apprendre, enfin qui veulent comprendre du français. Vous voyez que on a essayé de réfléchir à ce que c'est que la compréhension orale, à ce que c'est qu'apprendre la compréhension orale. Réfléchir aussi aux représentations des apprenants sur l'apprentissage de la compréhension orale, de façon à vouloir essayer de diffuser une méthodologie de l'intercompréhension qui ne se limite pas aux langues proches. On connaît des travaux sur l'intercompréhension entre des langues relativement proches, par exemple les langues romanes. Ici, c'est sur des langues qui sont un peu plus éloignées. Donc, nous avons sur ce CD-ROM deux entrées possibles. Une entrée par la méthode et une autre entrée par les documents. Alors, je préciserai ce qu'on appelle méthode ici. Et je vais commencer par la partie documents, qui est une banque, en réalité, un ensemble de données audio et vidéo d'environ 40 minutes, qui sont consultables suivant diverses entrées. On peut entrer par le thème, on peut entrer par la durée du document, on peut entrer par le genre du document, on peut entrer par l'accent, par le registre, ou encore par le débit. Est-ce que ça parle vite dans ce document ou pas? C'est une entrée possible. Et pendant le document, voilà un exemple ici, présentation d'une entreprise allemande. Donc on peut avoir accès, vous le voyez, à la transcription, on peut avoir accès en même temps à la traduction, on peut imprimer la traduction si l'on veut, ou la transcription. On peut prendre des notes, il y a une espèce de bloc-notes qui permet de se poser toutes sortes de questions sur les problèmes d'apprentissage, une espèce de portfolio qui est accessible. Vous avez un sous-titrage qui existe aussi, soit dans la langue, ici c'est un document en allemand, mais on peut avoir un sous-titrage soit en allemand, soit en français, sur lesquels on peut revenir à tout moment. Donc ça c'est la partie, vous voyez, document. Une chose très importante dans un CD-ROM, ce sont ce qu'on appelle les boutons de navigation. Tiens, c'est pas ça me place ce truc. Bon, il y a quelque chose qui manque. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Les boutons de navigation, c'est ce qui permet de passer d'une partie à une autre. Et une difficulté dans un apprentissage autodirigé, c'est que les boutons de navigation ne doivent pas donner un parcours obligé à travers la méthode, parce que c'est l'apprenant qui doit décider de l'endroit où il doit aller. Donc, il y a deux écueils qu'il faut essayer de trouver un compromis entre les deux. Il ne faut pas trop contraindre les parcours pour que ce soit l'apprenant qui décide de ses choix, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a tellement de possibilités dans un document comme celui-là que si on laisse l'apprenant tout seul, il risque de se décourager, de se perdre dans la multitude des choix possibles, de s'égarer un petit peu, et donc une multiplicité de choix qui pourrait le déstabiliser. Donc on a trouvé un compromis entre ces deux écueils-là. Alors j'arrive maintenant à la partie méthode, qui se présente, vous voyez, comme un ensemble de paramètres. Ce n'est pas une méthode au sens tout à fait habituel, qui sont les paramètres en jeu dans le processus de compréhension. Alors, première remarque, vous voyez que ces paramètres sont situés en cercle, de façon à ne pas programmer un ensemble, un ordre dans lequel il faut forcément se diriger. L'apprenant, celui qui se sert du CD-ROM, peut choisir n'importe lequel de ces paramètres. Donc, vous avez, je vais les détailler un petit peu, ces différents modules qui sont là dans la méthode. Donc, vous voyez, vous avez un module comprendre c'est quoi, qu'est-ce que c'est que la compréhension, on essaie de lui donner des outils sur ce que c'est que la compréhension, comprendre tous les mots, etc. Comment travailler, faire des exercices, répéter des activités, utiliser des activités, prendre des notes, que faire avec les documents, etc. Apprendre du vocabulaire. Ou encore choisir un document,
Comment je vais choisir? Où les trouver? Le genre, le thème, les caractéristiques, etc. Connaissez-vous vous-même? Ça, c'est des indications sur le fait qu'on comprend en fonction de sa façon de comprendre, de son style d'apprentissage, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes plutôt visuel ou auditif? Les exercices ne sont pas forcément les mêmes. Comprendre pourquoi faire, vos propres méthodes, etc. Vos problèmes, quand vous avez un problème, reconnaissance de mots, reconnaissance de phrases, etc. Passage mal compris, comment je peux faire, concentration, fatigue. Et enfin, le dernier module, évaluer vos progrès. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut évaluer, comment choisir son outil d'évaluation, etc. Vous voyez, donc, il s'agit de fournir à l'apprenant des éléments de formation sur tous ces paramètres qui sont des facilitateurs ou des freins pour le développement de la capacité à apprendre à comprendre. Il n'y a pas d'évaluateur, hein. C'est l'apprenant qui compare ses résultats, par exemple, par rapport à la traduction qui est donnée des documents. Alors, voilà, l'exemple de sous-module. Comprendre c'est quoi, hein, vous voyez ici, donc, c'est dans le premier module. Est-ce que je dois utiliser tous les indices? Je peux utiliser des indices visuels si c'est un document vidéo, des indices sonores, ou du contexte. Et c'est en rapport avec une activité qui lui montre comment travailler sur cet aspect-là de la compréhension qui est l'utilisation, vous voyez, des indices. Un autre exemple de module, à l'intérieur de quels exercices je dois faire. Est-ce que je dois faire des exercices plutôt de compréhension globale, plutôt de compréhension détaillée, plutôt de compréhension sélective, ou plutôt des exercices de mémorisation? Et alors on lui indique comment le faire avec des boutons vers la méthode ou vers les documents. Voilà, donc c'est ce que je disais pour les boutons de navigation. J'ai retrouvé le passage qui me manquait. Peu importe. Donc, une espèce de parcours se dessine auquel l'élève va pouvoir faire référence. Hein. Vous voyez qu'ici, un élève est passé de comment travailler vers faire des exercices. Il a choisi compréhension détaillée, et dans la compréhension détaillée, il a choisi exercice à trous. Donc ça, c'est son parcours qui va s'organiser par rapport à une ressource que lui-même aura choisie. C'est un rappel de son parcours d'apprentissage. Donc vous voyez que cet outil se présente comme une forme de conseil électronique. Un apport conceptuel qui vise à aider l'apprenant à modifier ou à conforter ses représentations sur la compréhension, etc. Et puis un apport méthodologique qui l'aide à connaître des techniques de travail nouvelles. Donc, vous voyez comment l'apprenant est sensibilisé à la diversité des techniques de travail possibles, à la diversité des ressources possibles, et il va apprendre à les utiliser par lui-même. Voilà. C'est un exemple d'association, hein, de deux caractéristiques que je présentais tout à l'heure, des ressources qui sont disponibles, d'une part, et d'autre part, l'aide qui va conduire l'apprenant à développer ses propres capacités d'apprentissage, ses propres façons d'apprendre, avec l'aide qu'on lui fournit. Vous voyez, les deux caractéristiques de tout à l'heure se trouvent comme ça rassemblées. Voilà, je vais proposer un deuxième exemple, qui est un site commercial, hein, dont le Crapel est concepteur. Alors je suis un petit peu tenu au secret par contrat, puisque l'entreprise va commencer seulement au mois de juin prochain. Donc on l'appelle de son nom provisoire, Carla, hein, qui vise l'apprentissage de l'anglais tout public, en premier lieu sur l'agglomération de Paris. Donc je vais vous présenter ici l'arborescence du site auquel l'inscription permet. Hein, donc vous allez voir que sur ce site, je ne sais pas si on pourra... Est-ce qu'on voit? Oui, suffisamment. Donc, vous allez voir, d'une part, je vais vous le montrer, les moyens qui font que l'apprenant va pouvoir prendre en charge son apprentissage, des ressources, des méthodes, des activités, puis en même temps, l'aide qui lui est proposée pour le faire. Et je vais commenter le site. Donc, vous avez la page d'accueil.
d'accueil. Ensuite, l'inscription donne lieu à espace de travail. Donc sur la partie gauche, c'est les ressources, qui sont appelées ici médiathèques, hein, c'est-à-dire les moyens qui font que l'apprenant va pouvoir prendre en charge son apprentissage, ses ressources, ses méthodes, des activités, et en même temps, dans mon espace perso, hein, l'aide qui lui est proposée pour le faire. Cette aide, elle a plusieurs formes. Un espace personnel, des agendas pour le rendez-vous avec un conseiller, ou un agenda pour s'inscrire à des groupes de conversation, son programme de travail, son classeur pour ranger ses notes personnelles, et puis il y a des conseils de travail qui lui sont donnés, qui sont des conseils électroniques du même genre que celui qu'on a vu tout à l'heure pour être court. Donc voilà maintenant en présentation, hein, vous êtes les premiers à le voir, une page, une des pages hein, qu'on va trouver là, hein, où vous allez voir sur la partie en bas des objectifs d'apprentissage, hein, parmi lesquels l'apprenant va choisir. Vous avez ici par exemple savoir se présenter, ou commander au restaurant, ou demander sa route, ou des choses comme ça, ou pour travailler à l'étranger, présenter son parcours, etc. Avec cet objectif, des suggestions d'activités dans lesquelles il va choisir. Et puis ensuite, des liens avec le forum des apprenants, des outils, vous avez accès à un dictionnaire, le forum, vous voyez, c'est la partie à droite. Vous avez des suggestions d'évaluation qui sont reliées, des pages sur l'organisation de l'apprentissage, mon parcours, un agenda, un classeur, des conseils, ça c'est la rubrique info, vous voyez, alors là on ne vous les montre pas. C'est dans un dispositif comme celui-là que l'apprenant va pouvoir organiser son apprentissage en se mettant en contact avec une diversité de ressources, qui sont des ressources matérielles ou des ressources humaines. Donc les deux caractéristiques sont bien réunies. Le troisième exemple, vacances cubaines, donc, qui est une méthode, c'est-à-dire, bon, c'est des livrets et des cassettes hein, qui sont utilisables en salle de classe, pour vous montrer que l'apprentissage autodirigé, c'est pas seulement l'outil informatique. Et donc, l'outil qui vise l'autonomie de l'apprenant. Donc, c'est une méthode. Ça s'appelle Vacances cubaines, donc parce que c'était élaboré pour l'apprentissage de français par des professionnels du tourisme à Cuba, qui a été adapté ensuite en Amérique centrale et qui est actuellement en cours d'adaptation au Mexique. Alors, ce qui se passe très souvent dans la formation des professionnels du tourisme, c'est que dans un groupe de travail, on peut avoir à la fois, dans le même groupe de travail, par exemple, 2 réceptionnistes d'hôtel, 3 agents de voyage, qu'est-ce que j'ai mis ici, 5 femmes de chambre, 4 guides, qui n'ont pas le même niveau de compétence et qui n'ont pas non plus les mêmes objectifs d'apprentissage. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout économique de faire par tout le monde les mêmes objectifs d'apprentissage et le même cheminement. Donc, ce qui est très important ici, c'est que chacun devrait avoir, chaque métier doit avoir un programme différent. L'individualisation serait de règle. Et donc, la méthode se présente, vous allez le voir, comme une espèce de centre de ressources transportable, j'allais dire. Un ensemble de ressources dans lesquelles chacun va pouvoir puiser en fonction de ses besoins. Alors, sur Cuba, donc je vous présente un petit peu le travail qui a été fait, on a récupéré 52 métiers du tourisme différents. 52. Donc, on a regroupé ces 52 métiers en un ensemble de modules. Vous voyez, vous en avez la liste ici, qui sont chaque module des ensembles autosuffisants et indépendants les uns des autres. Il n'est pas nécessaire, si vous voulez, dans cette méthode, de travailler chacun des modules. On peut en prendre 2 ou 3 hein, en fonction de ses besoins. Chaque module, utilisable en salle de classe, mais aussi directement par l'apprenant, vous me dites que j'ai dépassé mon temps.
3 minutes. Bien, alors je vais aller beaucoup plus vite. Vous dire que chaque module est adaptable. C'est un menu dans lequel chacun va choisir. Il est possible tout à fait aussi d'ajouter des activités non prévues en se servant des supports fournis. Voilà. Donc, juste un exemple, vous voyez que vous avez une liste, c'est très important dans l'apprentissage autodirigé, que les objectifs soient transparents, pour que l'apprenant puisse l'intégrer dans son parcours d'apprentissage. Donc ici, c'est s'informer, ou les autres, c'est la partie culturelle, pour des gens qui vont apprendre le service de bar ou de restaurant. Donc il y a une partie compréhension orale, une partie expression orale, des conseils pour apprendre, des corrigés, des transcriptions. Et ce qui est très important, c'est que dans une activité, tout est transparent. C'est-à-dire que l'activité, ici, elle est traduite en français, mais elle s'adresse en langue maternelle des élèves, pour lui dire, ben voilà, si tu veux faire cette activité-là, eh bien voilà ton objectif, voilà tes suggestions de documents, mais tu peux en prendre d'autres. La consigne, elle est autosuffisante, elle est explicite. Hein. On y trouve le corrigé et on y trouve la transcription. Donc, des conseils pour apprendre. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il a fallu, évidemment, former les enseignants, qui, très souvent, ne sont pas formés à devenir des conseillers en apprentissage. Alors, de ce point de vue-là, il faut leur apprendre à négocier, discuter avec les apprenants sur la progression, mais aussi leur montrer comment ils peuvent former les élèves à l'autonomie. Juste à titre d'exemple, voilà une activité de formation de formateurs. Parce qu'hier, on me demandait comment on forme des conseillers en apprentissage. Ben voilà un exemple d'activité. Vous voyez sur la partie gauche, vous avez ce que fait un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige l'apprentissage. Il fixe les objectifs, il détermine le contenu du cours, il choisit les matériaux, il choisit le moment, il choisit les activités, il choisit d'employer la langue maternelle, ça dépend, c'est lui qui décide de toute façon. Il gère les interactions dans la classe, il commence, il démarre. Bon, je ne fais pas jusqu'au bout de la liste, mais quelqu'un qui essaye de former ses élèves à l'apprentissage, à l'autonomie, va pas se comporter exactement de la même façon. Au lieu de fixer des objectifs, il peut demander aux élèves, ben, où est-ce que vous en êtes? De quoi avez-vous besoin? Au lieu de déterminer le cours, il peut donner des informations. Il peut essayer de clarifier les objectifs. Au lieu de choisir les matériaux, il peut suggérer des matériaux. Et vous voyez, un professeur qui utiliserait toute la partie de droite, ici, sur le tableau, serait quelqu'un qui formerait ses élèves à davantage d'autonomie. Donc, cette activité, on l'a fait simplement. Est-ce que c'est, on pourrait dire à des profs, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Qu'est-ce qu'il vous paraît possible de faire ou qu'est-ce qui vous paraîtrait impossible de faire? Et les enseignants discutent entre eux sur ces alternatives. Voilà. Donc, je passe sur cette partie, vous la retrouverez dans les pages roses, pour arriver maintenant à la conclusion. Je redis qu'apprendre en dehors de la salle de classe, que ce soit avec ou sans nouvelles technologies, ne signifie pas apprendre de façon autonome, dans la mesure où le dispositif et le matériel sont prescriptifs, c'est-à-dire qu'ils décident pour l'apprenant. Je rappelle à nouveau qu'un apprentissage autonome a besoin de 2 conditions: capacité à apprendre, qu'il faut développer, et l'utilisation des moyens d'apprentissage, c'est-à-dire un dispositif qui permet un apprentissage autodirigé. Alors, je réagis un petit peu à ce qui était donné dans la problématique tout à l'heure. Évidemment, la formation à l'autonomie, c'est un gain, parce qu'on va avoir des apprenants plus responsables, plus critiques, plus autonomes. Mais qu'en même temps, cette façon d'organiser les choses a un coût. Il faut mettre à disposition des matériels spécifiques, qui sont des matériels qui permettent justement l'exercice. Il faut modifier très souvent la structure d'apprentissage existante. Il ne peut pas être des cours avec un professeur. Il faut mettre en place l'aide à l'apprentissage. Il faut former les conseillers. Et avec le coût psychologique et le coût social pour l'institution, puisqu'on est en train de transformer les rôles des apprenants et des intervenants. Donc, notre expérience à nous, qui avons installé beaucoup de centres de ressources dans beaucoup d'endroits, oui,
je termine tout de suite. L'instauration d'un dispositif d'apprentissage autodirigé ne permet pas tellement de faire des économies financières, j'entends, même des économies psychologiques. Donc, et ça sera mon dernier mot, entre un apprentissage totalement hétérodirigé et un apprentissage totalement autodirigé, qui sont les deux pôles d'un continuum, toute solution est possible. Un net positif peut être